Merci. Écoutez, je suis ravi d'avoir autant de personnes ici. L'innovation et tout ce qui concerne les courbes d'adoption des nouvelles technologies, comme le prédit Gartner, est une question de temps. Et à propos, je vais citer Bill Gates, qui a toujours aimé dire qu'il a toujours su quelles étaient les technologies qui allaient arriver. Par contre, il s'est généralement toujours trompé sur le quand. Et finalement, on est un peu dans la même phase, puisqu'on sait que ce sont des choses qui arrivent. Par contre, quand est-ce que ça sera réellement adopté, c'est la bonne question. Et pour faire adopter finalement le Edge IoT, il faut résoudre un certain nombre de challenges, dont Jean-Michel a parlé pour certains, et de pouvoir mettre de l'intelligence un peu partout pour optimiser le traitement des données. Ça nécessite aussi d'avoir des plateformes qui sont déjà déployées, plutôt que de devoir redéployer l'ensemble des réseaux existants. Alors, je m'occupe d'une petite équipe de co-innovation chez Cisco. Et pour développer tous ces sujets, on sait que ce sont des problématiques de start-up. Donc Cisco est bien une petite start-up qui a démarré en 1984 et qui essaye encore d'innover avec les moyens qu'elle a. Alors, on va commencer par parler un peu des challenges. Pourquoi l'Edge IoT est nécessaire? Donc tout à l'heure, on a parlé de l'Edge et du fog. Donc le Edge, c'est en fait une partie du fog, du nuage complet de ce qu'on veut faire en IoT. Les architectures possibles. Je vais vous présenter brièvement ce que Cisco propose comme solution, qui s'appelle donc Cisco Kinetic, qui est une plateforme complète de traitement de données distribuée depuis le Edge jusqu'au data center et le cloud. Et on parlera, alors, à titre d'exemple, si on a le temps, de quelques nœuds possibles. Alors, quel est le challenge principal de l'IoT? C'est de traiter de la donnée. Et aujourd'hui, la donnée, c'est finalement le nerf de la guerre économique pour tout le monde. Les Google, les Apple, on l'a vu récemment, les Facebook, et on l'a vu encore plus récemment dans la presse, donc en ce qui ne concerne pas les adolescents, mais un certain nombre de personnes. Il y a eu le réseau social Grindr, qui avait vendu en fait pour des études politiques des données sur la séropositivité d'un certain nombre de personnes pour des entreprises. Donc, pourquoi est-ce que traiter de la donnée c'est compliqué dans le monde de l'IoT? Parce que finalement, il y a une telle explosion du volume de données que ça génère la complexité, donc non seulement du volume des données, mais de pouvoir y avoir accès. Et aujourd'hui, dans beaucoup de cas, la donnée existe, mais on ne peut pas y avoir accès, donc on ne peut pas la traiter. Donc si on prend le process normal d'un projet IoT, on va démarrer en bas, il faut déjà avoir accès à la donnée, donc capter cette donnée. Une fois qu'on est capable de capter cette donnée, il faut surtout la rendre disponible aux applications, aux personnes qui vont en avoir besoin. C'est déjà la première difficulté, on verra comment on peut résoudre ça. La donnée, elle est toujours sous un format brut. Il faut toujours la transformer de manière à ce qu'elle soit compréhensible. Aujourd'hui, on définit des standards pour tout. Les standards ont pour objectif de faire en sorte que deux personnes qui veulent parler d'une même chose en parlent de la même manière. Typiquement, quand on parle d'un angle, on peut en parler en degrés, on peut en parler en radians. C'est un exemple très simple, mais ça montre bien que toute donnée qu'on a besoin d'avoir une base uniforme de compréhension. Donc cette étape de transformation est absolument cruciale. Ensuite, une fois qu'on est capable de traiter la donnée, il faut la délivrer à celui qui va vraiment s'en servir avec le résultat qu'il attend. Donc ça, ce sont les 4 étapes principales de déplacement de la donnée. Par contre, lors de ces 4 étapes, il existe des points communs qui sont évidemment le faire de manière sécurisée et fiable. Donc la sécurisation de la donnée est évidemment très importante aujourd'hui, que ce soit quand on déplace des données d'un nœud à l'autre, mais aussi quand on stocke la donnée. Et vous allez voir que donc, fin mai, arrivent les nouvelles lois sur la GPDR, sur la gestion de la protection des données, qui vont aussi complexifier la manière dont on va pouvoir transférer des données d'un endroit à l'autre en fonction du type de données que ça représente. Et la dernière donc, qui a été abordée, puisqu'on parlait de Tesla, effectivement, les puissances de calcul commencent à être très importantes, même dans des nœuds distribués, que ce soit dans un véhicule, que ce soit dans des montres ou des téléphones. Aujourd'hui, il existe des gens qui utilisent en fait les processeurs des téléphones pour faire tourner de l'intelligence artificielle de traitement vidéo
sur des caméras de vidéosurveillance qu'on peut trouver de manière classique aujourd'hui. Il y a quelques années, on était systématiquement obligé de remonter tous les flux vers des supercomputers avec de la capacité GPU importante, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc l'évolution technologique est quand même dans l'intérêt et dans le sens de l'histoire. Donc les challenges pour tout le monde, c'est on a des applications qui sont un peu distribuées partout, on a des nœuds qui produisent de l'information, ça peut être des machines-outils, des caméras, on a des gens qui peuvent s'en servir, des véhicules par exemple, sont à la fois des publishers et des consommateurs d'informations. Un véhicule, il a besoin de savoir qu'il y a un accident devant lui, il a besoin de savoir qu'il y a des pannes possibles dans sa voiture, parce que finalement, une panne prédite dans une voiture, où on sait que la voiture va déraper, s'arrêter sec, les voitures qui sont derrière peuvent bénéficier de cette information. Donc pour revenir sur l'exemple de Jean-Michel, la prédiction des pannes dans les véhicules est très intéressante. Par contre, comment est-ce qu'on fait pour passer cette information de ceux qui l'ont, pour la traiter dans les applications et la redonner à ceux qui vont s'en servir? Donc, les difficultés sont, la première, de le faire de manière de connecter tout le monde, parce qu'en fait, on peut éventuellement être tous connectés sur des réseaux, mais en fonction de la manière dont on est connecté sur ces réseaux, on peut effectivement traverser l'Internet complet avant de parler à son voisin. Or, pour des problèmes de temps de réponse, on a besoin que les applications locales soient réellement locales, l'information soit traitée en local. Donc on a d'une part besoin que les gens soient connectés, et on a besoin que les gens soient connectés de manière sécurisée, et on a besoin de gérer l'ensemble de ces connexions. Et pour des millions d'objets qui vont être attachés à des réseaux, c'est pas facile. La deuxième difficulté, c'est de rendre disponible la donnée. C'est pas parce qu'un objet est connecté qu'il va savoir comment transmettre sa donnée et à qui la transmettre. Alors une fois qu'on est capable de transmettre la donnée, il faut aussi pouvoir dire à qui on veut la transmettre et le faire de manière générique. Si on doit aller programmer manuellement dans chaque objet qu'on veut envoyer la donnée à tel fournisseur d'accès ou tel centre de traitement et à un autre et ainsi de suite, parce qu'une même donnée pourrait être traitée en parallèle par N applications. Il n'y a pas qu'une application qui va traiter de la donnée. Donc tout ça, ça doit se programmer de manière automatique. Et ensuite, comme on l'a dit, il faut gérer la propriété de la donnée. La propriété de la donnée est très importante dans notre monde puisque c'est là-dessus que sont construits tous les modèles économiques. À qui appartient la donnée, qui la monétise et qui en tire profit. Donc pour résoudre ces problèmes-là, l'architecture simple, donc à un seul niveau qu'on comprend tous, c'est quelqu'un génère de la donnée, il y a un nœud, un edge node, puisqu'on parle aujourd'hui de edge IoT, qui va capter cette donnée, il va ensuite la transmettre à un fog node, qui va la transmettre à un data center, qui éventuellement va la mettre à disposition dans le cloud. Le cloud étant évidemment l'ensemble des data centers dans le monde, avec tous les gens qui veulent accéder à l'information qui était propriété du data center initial et qui est distribuée à tout le monde. Alors, dans les nœuds intermédiaires, les edge nodes, les fog nodes et les data centers, on va vouloir faire tourner des applications. Ces applications vont devoir répondre aux problématiques de traitement de la donnée classique qui sont d'une part de corréler et d'agréger les données venant de différents devices, parce qu'en fait, on va vouloir détecter des pannes, on va vouloir s'assurer déjà de la fiabilité de la donnée. Si j'ai plusieurs capteurs de température dans une maison ou dans une usine, il se peut qu'il y en ait qui soient défaillants. Je ne veux pas forcément relever des alertes et c'est la corrélation de ces données qui va me permettre de faire ce genre de choses. On va vouloir filtrer un certain nombre de choses, on va vouloir donner des résultats d'analytics de traitement, les streamer en temps réel. On va vouloir avoir un historique de toutes ces données, l'historique étant très important pour revenir sur des pannes potentielles pour comprendre ce qui a pu se passer. Et pour faire tout ça, tous ces traitements, on va utiliser de l'intelligence artificielle, du machine learning. Alors Cisco, on va rester sur notre cœur de métier traditionnel, on ne va pas développer toutes ces applications. Elles sont très spécifiques, elles sont très orientées métier, et il y a beaucoup d'entreprises ou de grandes sociétés de consulting, et bon, Witekio, je ne vais pas les positionner au même niveau qu'un Accenture ou un IBM, mais généralement, toutes les applications métiers
Je suis tout à fait d'accord. Eux sont des petites startups aussi d'il y a longtemps et ce ne sont pas celles qui ont le plus le vent en poupe. Donc vous avez la possibilité de les dépasser. Donc Cisco, on va permettre à des tierces parties qui développent leurs applications de venir les insérer dans tous les nœuds intermédiaires de manière optimale, générique, selon le besoin, pour traiter la donnée comme il le faut, selon les process métiers. Donc, il y a un réseau IP. On a quand même été les champions de la standardisation sur IP, au-dessus duquel on va désormais construire, à partir de notre réseau de transport et des nœuds du réseau de transport et des nœuds de traitement, qui peuvent être dans les data centers aussi, ce qu'on appelle un compute fabric, une fabrique de traitement des données. Donc on se base sur notre infrastructure de réseau pour pouvoir traiter la donnée dans tous les nœuds qui sont existants. Donc, et à travers ça, on autorise et on permet à des tierces parties de développer leurs applications et de fournir les résultats sur le traitement de la donnée. Donc, pour résoudre les problèmes du challenge, on a créé ce qu'on appelle, alors si ça veut bien venir, l'intent-based networking, donc qui relie tous ces nœuds-là. La problématique, c'est qu'en faisant ça, on n'a résolu qu'une seule partie des problèmes. On a résolu la problématique de connecter, de sécuriser et de fiabiliser tous les nœuds qui sont sur le réseau. Par contre, on n'a pas résolu la problématique de mettre à disposition la donnée, de le faire de manière programmable, facilement pour tout le monde, et de gérer les droits de qui peut programmer, qui a accès à la donnée, et quels sont les modèles économiques derrière. Donc pour résoudre ces trois autres challenges, c'est finalement le rôle de la plateforme Cisco Kinetic, qu'on appelle aussi autrement, je reviens dessus, donc l'IoT Data Fabric. Les slides seront disponibles si certains les veulent. On les mettra à disposition sur le réseau. Sur le routeur qui doit être derrière là-bas, donc il faudra arriver à vous y connecter par la Data Fabric. Donc l'IoT Data Fabric, c'est Cisco Kinetic qui permet de résoudre les trois derniers challenges. Alors Cisco Kinetic, brièvement, a trois fonctions majeures. La première, c'est d'extraire de la data. Donc la sortir des sources. Alors Cisco ne fournit pas de capteurs. Par contre, tous les capteurs vont être connectés localement sur des Edge Gateway qui vont agréger un certain nombre de capteurs. Ça, c'est le rôle qu'on va avoir. Ensuite, dans tous les gateways, que ce soit les Edge Gateway ou les nœuds intermédiaires du réseau, Edge Node, Fog Node, Data Center, on va pouvoir traiter de la donnée avec de la capacité de compute. On va y faire tourner des applications, des règles de base sur les données. Les applications pouvant être soit celles fournies par Cisco Kinetic, qui peuvent être de fusionner des données, de faire des moyennes, de construire des tableaux d'histogrammes, ou alors de tourner des applications plus intelligentes qui vont aller beaucoup plus loin que ce que la solution de base permet, qui vont être de tourner par exemple d'NBD, des applications venant de Tell Me Plus. Et la dernière fonction de Cisco Kinetic, c'est de vous fournir un moyen programmable de déplacer la donnée. Et je vais vous montrer rapidement comment. Donc ces trois fonctions sont développées et fonctionnent dans le Gateway Management Module, le Edge and Fog Processing Module et le Data Control Module. Donc une vue en couche de Cisco Kinetic, le réseau, on extrait de la donnée, on la traite dans les Fog nodes, Edge et Fog, on la déplace pour ensuite construire finalement un backbone, un réseau cœur de transport de la donnée. On peut visualiser les résultats, parce que c'est quand même le plus important, c'est que la donnée, au final, il faut qu'elle soit utile à quelqu'un, qui puisse savoir qu'est-ce qu'il en fait. Donc, et on la visualise donc par process métier, industriel ou autre, et dans des applications cloud qui sont hostées chez les grands providers. Donc Cisco Kinetic, c'est toute la partie du bas jusque les trois derniers.
Alors graphiquement, on va vous montrer. Donc ça, c'est le process de traitement de la donnée. Des devices IoT donc, envoient leurs données à des capteurs. Il faudrait peut-être une petite application qui explique pourquoi de temps en temps, quand on clique, ça ne marche pas. Alors il y a aussi la batterie qui s'en va. Voilà, qui est un bon exemple. Donc on remonte les couches en traitant l'information comme on l'a vu. Alors ce qui est intéressant dans le framework que Cisco déploie, d'une part, c'est les architectures de déploiement. Donc on parle de Edge IoT aujourd'hui parce qu'on s'est rendu compte que de prendre des données de IoT device et de tout envoyer dans le cloud, c'était juste pas possible au niveau, d'une part, du volume d'informations par rapport à la capacité des réseaux. Et on voit que les données, alors parfois certains capteurs ont des tout petits volumes de données. Et je vais reprendre un exemple qui a été pris par Jean-Michel sur les véhicules. Les véhicules vont donner un ensemble de données à soit un data center, soit des équipements intermédiaires en ce qui concerne leur environnement propre. Mais typiquement, un véhicule, il a quand même une zone de fonctionnement connue. La température du moteur, des systèmes de l'usure normale d'un véhicule et ainsi de suite. On n'a pas besoin de remonter de l'information quand on est dans la zone de fonctionnement normale. Donc, plutôt que d'envoyer de la donnée brute systématiquement, il faut déjà savoir, avec des modèles prédictifs, si la donnée est dans une zone de fonctionnement normale ou anormale. Et à ce moment-là, on peut ne remonter que les situations anormales, et on peut aussi, par échantillonnage dans les zones normales, n'envoyer que partiellement les données et reconstituer quand même l'ensemble de la courbe, même si on est en fonctionnement normal, de l'autre côté, en n'ayant transmis que des échantillons. Donc ça, c'est des éléments qui pourraient favoriser un déploiement cloud, sauf que le volume de données est tel que alors les réseaux, l'arrivée de la 5G, les nouveaux réseaux LoRa et autres, finalement, dans un réseau LoRa, on peut envoyer pas mal d'informations, mais uniquement des petits échantillons et quand même pas tant que ça. Donc on est obligé de rester le plus possible donc dans d'autres modèles, de rester dans un modèle local avant de remonter au data center ou même de traiter n fois l'information en fonction de la zone où on est. Donc il y a des devices qui vont envoyer de l'information sur des liens. Il va y avoir des brokers, puisqu'en fait finalement dans la plateforme Kinetic, on va servir de brokers de type MQTT, 0MQ, qui vont être entièrement programmables. On retrouve finalement le MQTT qui était cité par Jean-Michel tout à l'heure, pour être transmis donc, de broker à broker vers les différents niveaux de traitement d'information qu'on veut avoir, que ce soit les edge nodes, les fog nodes ou les data centers. Alors, tout n'est pas redéveloppé de zéro, et l'open source est utilisé par tout le monde. Donc Cisco, dans l'environnement kinétique, utilise aussi un ensemble d'éléments qui viennent de l'open source, donc du DSA, qui est un environnement donc, distribué d'IoT utilisé par un grand nombre de personnes. Vous retrouvez ici des exemples de programmabilité des flots de données qui sont possibles. Donc, dans un nœud, vous avez accès à toute la liste des informations qui sont générées par ce nœud. Vous pouvez sélectionner une information, la déplacer et ensuite définir avec les flèches les brokers, c'est-à-dire le transport de l'information vers qui vous voulez la transmettre. Et en fait, ça vient programmer automatiquement tous les niveaux de transmission entre les nœuds et vous avez donc votre représentation graphique du traitement de l'information. Ce que vous voyez ici dans les boîtes, ça peut être soit des nœuds, ça peut être aussi des applications. C'est-à-dire qu'à travers le message broker qui est configuré de manière dynamique, vous dites « je veux donner cette information en entrée au process, à l'application de Tell Me Plus qui va me la traiter et en sortie, je la reprends, je reprends ce que Tell Me Plus me génère et je la renvoie dans le message broker, mais le message broker ici qui est global sur l'environnement du réseau. Tous les nœuds qui sont managés par une entité sont capables d'être programmés de cette manière-là. L'historisation des données est faite dans une base de données temps réel qui est en fait une acquisition d'une start-up allemande de 2014 qui s'appelle Parstream, qui n'est pas une base de données traditionnelle mais qui permet de gérer et en temps réel et extrêmement rapidement
des millions de lignes pour pouvoir faire du traitement de données extrêmement rapidement. Et donc la ParStream est la base de données qui est intégrée dans l'ensemble des nœuds du réseau pour pouvoir historiser toutes ces informations. Donc ça, c'est juste quelques exemples de nœuds, alors qui ne sont pas encore génériques sur tous les équipements Cisco. En ce qui concerne purement les Edge nodes, on retrouve des nœuds qui sont spécifiquement dédiés à l'IoT dans des environnements industriels. Donc, je vais revenir dessus. Donc, typiquement, des routeurs et des switches industriels, type Cisco 829 et IE 3000, 4000. Après, on a d'autres plateformes de processing qui vont plus dans le edge et on peut déployer ces architectures jusque dans les data centers avec les plateformes de traitement de données Cisco UCS et ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment... alors, j'espère qu'on va déployer de plus en plus cela dans tous les équipements Cisco de manière à ce que ça soit plus générique et que toute la base installée puisse être upgradée pour correspondre à ces architectures. Voilà, donc ça c'était pour vous donner une présentation de comment la plateforme Cisco Kinetic espère être adoptée par le marché pour finalement construire, enabler ce framework de transport de la donnée IoT, de le sécuriser, de le mettre à disposition de tous ceux qui en ont besoin et de permettre en fait à la bonne application d'être déployée au bon endroit pour répondre aux besoins de traitement de la donnée en temps réel et de la redonner le résultat à ceux qui en ont besoin. Merci.